bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Nous commençons bien la semaine sous le jaune du soleil et également sous le jaune de ce magnifique bouquet de roses qu'un ou une mystérieuse inconnue nous a déposé ce matin. Eh bien, un grand merci parce qu'elles sentent divinement bon, n'est-ce pas Catherine? Oui. Et le jaune en plus symbolise le bonheur d'aimer et d'être aimé, j'ai regardé, et la joie de vivre, donc c'est vraiment parfait, c'est tout ce qu'on aime. Un grand merci. Voilà, alors le soleil est sur ce plateau ce matin. Nous ferons un focus sur l'alopécie, plus communément appelée la perte de cheveux. Elle concernerait 10 millions de personnes en France. Ses causes sont multiples et ses solutions aussi. Nous recevrons un expert en la matière, Franck Azaïs, le directeur général du groupe Adhérence France, numéro 1 mondial des solutions capillaires. Nous vous ferons également découvrir un art animal japonais, le Gyotaku, une technique d'empreinte du poisson qui date de plus de 1500 ans. Un artiste peintre aquarelliste breton installé à Quiberon, Marc Porrini, est le seul maître en France à le pratiquer. Il nous fera l'honneur d'être avec nous également. Du côté des archives INA, Christelle Molina nous montrera encore une fois que la Bretagne est une terre chérie par le cinéma. Un exemple en compagnie de Claude Chabrol à Dinan en 1985 pendant le tournage du film Partage de minuit. Enfin, il sera question de musique dans cette émission. La chanteuse rennaise Caroline Day sera des nôtres et elle n'est pas venue les mains vides. Non, elle nous présentera son nouvel album. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à vous tous. Bonjour à tous sur ce plateau. Bonjour. Alors ma chère Catherine, l'alopécie, saviez-vous ce que c'était d'abord? Dites-moi. Alors oui, j'en avais entendu parler et sur ce, quand voilà, le challenge avait été de décrire un billet d'humeur sur l'alopécie, je me suis dit quand même, c'est pas forcément évident de faire rire avec l'alopécie. Hein. Je vous cache pas que je me suis coupé les cheveux en 4, hein, que je m'en suis arraché quelques-uns et j'espère vous fournir quand même une chronique pas trop capillotractée. Oh. Voilà, je suis venue à bout de toutes mes blagues sur les cheveux. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à écrire à ecm.bretagne@francetv.fr. Voilà, n'hésitez pas aussi à participer pour peu que vous en ayez d'autres, c'est intéressant. Je pense qu'on peut s'inspirer des noms des coiffeurs. Oui, il y en a qui, normalement... c'est magique, ah bah oui, là ça c'est un domaine... Capillaire, enfin bon voilà, il y a quoi faire. Dans l'air du temps, ah oui mais non, mais eux ils ont toujours de toute façon cette créativité phénoménale que je ne peux pas avoir puisque vous me connaissez Laurence, j'ai beau aimer la joie de vivre, j'ai également un fond de pessimisme et quand on me dit alopécie, j'ai envie de dire aux gens écoutez, tout tombe. Voilà, tout tombe. Les cheveux tombent, les seins tombent, oui, c'est la gravité. Les feuilles tombent en automne, ça c'est le cycle de la vie. On va assister peut-être à la chute de nos civilisations si on ne fait rien pour endiguer le réchauffement climatique. Et là, Laurence, peut-être que l'audimat va chuter parce que les gens vont se dire, dis donc, elle nous parle apocalypse là, dès le matin, c'est un peu fort et tout. Mais rassurez-vous, on va raccrocher quand même parce que l'idée... quand même de l'alopécie, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, vous avez dit les poils peuvent tomber. Et ça, c'est intéressant aussi. Non, c'est plutôt pas mal. Donc, on va voir si on peut creuser là-dessus. Non, l'alopécie, juste pour dire quand même, c'est aussi beaucoup de malheur hein, chez les gens qui en souffrent. Moi, j'avais une amie qui était là, qui était en pleurs et déjà très jeune et dont les cheveux commençaient à tomber. Et elle était un peu désemparée. Et moi, j'étais tout aussi désemparée qu'elle face à son malheur. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va repousser. Et ça n'a jamais repoussé. Mais ce qui a poussé, c'était elle, la femme forte qu'elle était. Elle a fait aussi de cette alopécie sa personnalité. Elle a fait des expositions photos, etc. Elle a montré que les femmes pouvaient être belles et étaient belles et à quel point elles étaient belles. Donc voilà, ça aussi c'est le bonheur d'aimer et la joie de vivre qui était en elle et puis qui est sur ce plateau aussi. Donc je pense qu'on finira par en sourire au moins. Oh, toujours. Allez, merci beaucoup Catherine. On vous retrouvera évidemment tout au long de cette émission. L'alopécie, vous savez, c'est le thème du jour. Eh bien, on va tout de suite se pencher dessus en images. Un seul cheveu vous tombe et vous paniquez déjà. Rassurez-vous, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et avant de ne plus avoir un poil sur le caillou, il va se passer un peu de temps. Mais là où vous n'avez pas tort, c'est qu'en France, près de 10 millions de personnes, dont 2 millions de femmes, sont concernées par l'alopécie. Du grec ancien alopekia, qui signifie chute des cheveux, ce terme désigne l'accélération de la chute des cheveux ou des poils. Comme tout mammifère qui se respecte, l'homme perd ses poils au début du printemps pour se refaire un nouveau pelage tout beau tout neuf. C'est donc assez normal de les voir tomber. Mais il faudra se poser des questions quand vous perdrez environ une centaine de cheveux par jour. N'attendez plus pour consulter. Car si le processus ne peut être annulé, il peut être au moins ralenti.
Surtout ne vous jetez pas la pierre, vous n'y êtes pour rien. En revanche, le stress, la fatigue, le manque de fer, de potassium, un excès d'hormones mâles et enfin l'hérédité sont bien les pires ennemis de vos cheveux. Et contrairement à ce que l'on pense, la calvitie n'a pas d'âge. Les premières pertes peuvent commencer dès l'adolescence et le phénomène crâne dégarni s'inviterait même dès la trentaine. Vous l'entendez, alopécie rime avec calvitie, oui, mais aussi avec sexy. Bruce Willis, Zidane ou encore Pascal Obispo continuent de faire chavirer le cœur de ces dames. Alors, laissez donc votre charme opérer. Oui, il faut toujours voir le bon côté des choses, hein. C'est bien l'esprit de cette émission. Franck Azaïs, bienvenue à vous. Vous êtes directeur général du groupe Endurance France, numéro 1 mondial des solutions capillaires. Et on avait envie d'aller justement plus loin avec vous sur cette thématique. Alors, on l'a vu à l'instant dans le reportage, il faut s'alarmer à partir de quoi? D'une centaine de cheveux perdus? Alors, il faut s'alarmer à partir de... Oui, par jour. Ouais. Oui. On perd entre 30 et une centaine de cheveux par jour. Ça, c'est normal. Ça, c'est la 30 normalité. à C'est la 100, normalité. On oui. peut avoir des phases où on va perdre un petit peu plus de cheveux, mais on va dire qu'à partir du moment où on perd un peu plus de 100 cheveux par jour pendant une période qui peut aller de 15 jours à 3 semaines, il faut commencer à s'alerter et aller consulter à ce moment-là. Alors, on va se pencher un petit peu avec vous d'abord sur le fonctionnement, enfin le cycle de vie d'un cheveu, parce que c'est fort intéressant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, un cheveu qui tombe, dites-nous, il est... Alors, le cheveu fonctionne en cycle, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 cycles majeurs. Un cycle dans lequel le cheveu va pousser. La plupart des cheveux se trouvent dans cette phase-là, qu'on appelle la phase anagène. Après, vous avez une phase catagène dans laquelle le processus s'arrête, et dans ce cas-là, le cheveu meurt. Et 2 à 3 mois plus tard, le cheveu qui est mort va tomber, pour qu'un nouveau vienne le remplacer, etc. Ah oui, donc quand il tombe, il est déjà mort depuis 2-3 mois. Il est déjà mort depuis 2-3 mois, c'est bien pour ça qu'il faut faire... Alors voilà, c'est pas anodin concernant les traitements, ça veut fait. dire qu'il faut les commencer bien en amont finalement. Exactement. Que ce soit pour les chutes printanières ou alors pour les chutes automnales, ce sont les 2 cas de chutes saisonnières les plus courants. Ouais. Il vaut mieux venir 2-3 mois avant pour commencer à prendre des mesures pour éviter ou au moins diminuer cette chute chronique. D'où l'expression où il y a de la catagène, il n'y a pas de plaisir. Exactement. Voilà. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Alors, vous le disiez, hein, la gestion de l'alopécie, finalement, c'est assez subjectif, hein, parce qu'on le voit dans le reportage, c'est sexy aussi. Donc, finalement, il y a des gens qui gèrent très bien ça, d'autres moins. Chacun, c'est un peu du cas par cas, en fait. C'est complètement du cas par cas. On est dans une appréciation individuelle de soi. Des personnes sont très en souffrance avec une toute petite perte de densité et d'autres le vivent absolument très bien. Donc c'est bien pour ça que toutes les solutions pour stopper ou masquer cette calvitie ou cette alopécie ne sont pas adaptées à toutes les personnes parce que c'est totalement subjectif. C'est l'interprétation de soi-même face au miroir. Alors, il y a des chiffres assez impressionnants, hein. Quel pourcentage de la population française, par exemple, pourra être touchée un jour ou l'autre par des problèmes capillaires? On s'accorde à dire qu'il y a environ 65% de la population française, mais même mondiale, hein, qui va connaître une étape d'alopécie ou une alopécie androgénétique plus longue. Donc la calvitie, on l'a vu, n'a pas d'âge. Est-ce qu'elle a plus particulièrement un sexe? On va tout de suite écouter la question d'une de nos téléspectatrices, Pascal. Bonjour, je m'appelle Pascal Meyer et j'habite donc sur la presqu'île de Rhuys, un village qui s'appelle Le Hézeau, à un quart d'heure à peu près de Vannes. Et ma question était la suivante. Est-ce que la calvitie touche aussi les femmes? Alors voilà, question très pratique. Est-ce qu'elle touche aussi les femmes? C'est vrai que ça fait bizarre de dire ma mère est chauve. C'est sûr, Mais... ça fait bizarre. Mais alors, déjà, il faut préciser que la calvitie, c'est le dernier stade de l'alopécie. C'est vraiment quand on n'a quasiment plus de cheveux, sauf la couronne hippocratique, c'est-à-dire tout le tour arrière de la tête. Donc ça touche les femmes et les hommes, évidemment. Les femmes peuvent être touchées dès le début de leur passage à l'âge adulte. Hein, et très souvent aussi lors de la ménopause. Ce sont les 2 phases les plus critiques pour la femme. Et de plus en plus de femmes jeunes sont touchées. Et de plus en plus de femmes jeunes sont touchées. Il y a des dysfonctionnements et des perturbations hormonales qui sont importantes. Hein, donc c'est une des raisons majeures pour laquelle les jeunes femmes sont de plus en plus touchées. Et effectivement, il faut essayer très rapidement d'enrayer la situation pour pas que cette alopécie se chronicise et devienne trop difficile à rétablir. Alors, devant une perte de cheveux importante ou soudaine, il vaut mieux consulter, c'est ce que vous nous avez dit. Bien, Karl Brozek est justement allé à la rencontre d'un médecin généraliste, le docteur Labarthe, à qui il est allé demander quelles sont les causes de l'alopécie. Bonjour docteur. Bonjour Karl. Aujourd'hui, on va parler de l'alopécie. Un étrange terme, c'est quoi?
L'alopécie, c'est un terme très général qui veut dire simplement la perte de cheveux, un terme médical. Et dans les pertes de cheveux, il y a évidemment de nombreuses causes. Alors, quels sont les facteurs les plus couramment évoqués ? Alors, vous savez d'abord que ça touche d'abord plus facilement les hommes que les femmes. J'en sais quelque chose, oui. Alors il y a cette forme un peu de la calvitie, qui est plutôt la perte de cheveux plutôt héréditaire, il y a des formes familiales. Et puis il y a toutes ces formes qui sont, par exemple, les médicaments, on évoque le stress, on évoque les chimiothérapies aussi, quand même, ça, tout le monde peut voir la perte de cheveux quand le follicule est abîmé par les produits traitants. Les formes hormonales, qui touchent donc évidemment hommes et femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut surveiller le plus quand on commence un petit peu à perdre ses cheveux ? Alors il y a plein d'a priori aussi, se couper les cheveux, se raser les cheveux, prendre des compléments alimentaires. Je crois que d'abord, devant une perte de cheveux, pour moi, médecin, je crois qu'il faut d'abord effectivement pouvoir faire un bilan clinique. Quand est-ce que ça a commencé ? Quel travail faites-vous ? Est-ce que vous utilisez des produits toxiques ? Prenez-vous des médicaments ? Et puis déjà, faire un interrogatoire. Après, cliniquement, voir comment est cette perte de cheveux, si elle est diffuse, c'est très clairsemé, ou si c'est des zones très blanches où il n'y a plus du tout de cheveux, ça peut être des pelades, qui peuvent être des maladies auto-immunes, ou des teignes qui peuvent être liées à des animaux, ou des parasites transmis par des animaux. Donc ça se traite et c'est curable. Et puis il y a ces formes très clairsemées. Donc c'est vrai que ça, c'est d'abord un examen, puis après on peut faire un examen souvent chimique, c'est-à-dire une biologie, regarder s'il y a un trouble de la thyroïde, maladie de la thyroïde. Et puis souvent chez les femmes, une des grandes causes, c'est le manque de fer. La plus grande part, c'est ce qu'on appelle la calvitie, c'est donc incurable, c'est une forme génétique où le follicule pileux fait perdre son cheveu. Voilà, on est comme papa, comme grand-papa pour les hommes. Chez les femmes... C'est souvent héréditaire ? Il y a des formes héréditaires, oui. C'est vrai, quand vous regardez des familles où à 30 ans, quand des hommes n'ont plus de cheveux, on voit le papa ou le tonton à la même âge, au même âge, ils ont la même tête. Et chez les femmes, justement, l'hérédité ? Alors, il y a des formes héréditaires, mais c'est vrai que chez les femmes, elles existent aussi entre 20 et 40%. Mais souvent, effectivement, chez les femmes, ce sont beaucoup plus des formes hormonales. On sait que c'est les hormones mâles qui sont sécrétées chez les hommes comme chez les femmes, mais en plus grande quantité chez les hommes. C'est un petit excès d'hormones mâles qui peut générer cette anomalie du follicule pileux. Donc, alors les pilules aussi, les dérèglements biopilules, et puis des maladies ou des dérèglements hormonaux qui peuvent se compenser dans la plupart des cas. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi surtout d'aborder sur la frange comment on peut améliorer les choses et surtout être curatif plutôt que de partir sur je me taille, les cheveux à la pleine lune. Les trucs un peu grand-mère, quoi. Si les grand-mères ont parfois de bons remèdes. Ou les croyances, ouais. D'accord. Alors en tout cas, une chute de cheveux un peu suspecte, il vaut mieux effectivement consulter. Quand elle est brutale et par exemple liée à un stress brutal, on le sait, des gens peuvent blanchir ou perdre leurs cheveux sur des facteurs émotionnels très, très importants. La perte de cheveux aussi, je vous parlais d'une teigne, ça c'est curable, une maladie parasitaire. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis surtout, ça permet de faire vraiment un interrogatoire sur tout ce qui est l'environnement des patients. Puis parfois, souvent, simplement les rassurer et puis accepter quelquefois l'inévitable quand on est sur des formes génétiques de vivre avec. Après, il y a de la chirurgie, il y a des tas de choses qui peuvent se faire, mais au moins déjà rassurer les gens. Très bien. Merci, docteur. Merci, Karl. Merci à tous les deux. Si vous nous rejoignez à l'instant, on est avec Franck Azaïs, directeur général du groupe Adhérence France numéro 1 mondial des solutions capillaires. Alors Franck, on l'a vu dans ce reportage, les causes de la perte de cheveux sont multiples, mais les solutions aussi. Du coup, c'est quand même plutôt rassurant. C'est bien souvent du cas par cas. Et est-ce qu'on utilise en première intention un traitement médicamenteux ou une autre technique ? Tout dépend des cas. C'est très très variable. Les traitements médicamenteux sont au nombre de 3 classiquement. On va avoir le traitement le plus courant qui est le minoxidil, qui est une crème ou une lotion, qui est un vasodilatateur, c'est-à-dire qu'on va amener un afflux sanguin plus important au niveau des capillaires sanguins, donc permettre aux cheveux de se maintenir. Donc ça présente certaines difficultés parce que c'est un traitement qui va être à vie et souvent un traitement assez gras. Vous avez le Propecia également, qui est un traitement médical qui va, lui, jouer sur la production hormonale. Donc ça concerne les hommes. On va diminuer
la dose de testostérone par ce traitement-là. Donc la difficulté majeure, ce sont les effets secondaires, où on va toucher directement la masculinité, c'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes d'érection réguliers, des problèmes même qui peuvent aller jusqu'à la dépression, hein, et pourquoi pas le suicide. L'agence de surveillance des produits pharmaceutiques a mis en alerte l'année dernière le laboratoire pour indiquer comme effet secondaire le suicide au Propécia. Donc c'est des traitements... Un produit controversé. Ouais, très controversés avec lesquels il faut faire attention. Et les derniers produits concernent une toute petite frange de l'alopécie. Ce sont des alopécies inflammatoires. Donc là, ce sont tout ce qui est corticoïdes, donc tous les produits à base de cortisone qui vont diminuer l'effet inflammatoire sur le cuir chevelu. Ça, ce sont les traitements principaux, les traitements médicamenteux principaux. Alors, il y a également des alternatives. Est-ce qu'on peut utiliser des produits naturels également ? Bien sûr, parce que chaque produit médicamenteux dont je viens de parler a ses effets secondaires et a ses limites. Alors, les huiles essentielles également, hein, mais on va pouvoir travailler de la même manière sur la vascularisation, sur la régulation de la glande sébacée, ce qui fait le gras sur le cuir chevelu, à travers plusieurs plantes qui ont déjà montré leur efficacité depuis des années. En les combinant, du coup. Voilà, en combinant les principes actifs de ces plantes-là, on arrive à avoir d'excellents résultats, toujours en curatif. Avez-vous des conseils à nous donner sur l'utilisation des shampoings ? Quel type de pH, par exemple, faut-il privilégier ? Alors, il est très important d'avoir des shampoings qui soient en cohérence avec le pH du cuir chevelu, effectivement, comme vous venez de le dire. Le pH du cuir chevelu est légèrement acide, donc il vaut mieux avoir un shampoing avec un pH légèrement acide ou neutre. Hein. Voilà. Alors, il y a également des techniques qui sont assez innovantes. On va évoquer toute la palette, mais il y en a une quand même qui ressort pas mal ces derniers temps, c'est la luminodermie. Alors, comment ça se passe ? Dites-nous tout. Alors, la luminodermie, c'est l'application sur le cuir chevelu d'une longueur d'onde dégagée par des LED. Donc, ce sont les astronautes dans les années 90 qui ont découvert cette technologie, qui est utilisée par bon nombre de dermatos, de chirurgiens à travers la France. Hein, on a l'air super cool, pardon. On a l'air super cool, et c'est pour de vrai pendant une séance de luminodermie. Vous pouvez faire des selfies sans aucun problème, vous aurez un succès, incroyable. Ah oui. Yes. Entre Daft Punk et Dark Vador. Mais il ne faut pas se moquer parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux, ça fonctionne très très bien. Ouais. Donc cette longueur d'onde qui est dégagée notamment par des LED, mais il y a plusieurs technologies dans la luminodermie, va permettre de faire fabriquer au cuir chevelu jusqu'à 30 fois plus de collagène pendant environ une semaine à 10 jours. On va être hyper vascularisé et c'est aussi très séborégulateur. Donc des séances régulières vont permettre de diminuer l'alopécie androgénétique, voire de stopper certaines alopécies un peu particulières. Et ça a même été validé par les astronautes. Oui, tout à fait. C'est une découverte des astronautes. En fait, dans l'espace, les astronautes ont découvert qu'ils ne cicatrisaient pas. Donc cette cicatrisation-là, il a fallu l'obtenir d'une autre manière. Et donc la lumière joue un rôle énorme. Bon, ça, on le sait depuis longtemps. Vous voyez, là, sur l'écran, il y a une lumière bleue. Vous allez dans les toilettes publiques ou dans des douches publiques, vous aurez toujours une lumière bleue qui est une lumière aseptisante. C'est bien pour ça que cette personne se trouve sous une lumière bleue, mais vous avez bon nombre de lumières différentes qui vont dégager des longueurs d'onde différentes et rétablir certaines pathologies. Bon, écoutez, on ira plus loin tout à l'heure avec vous, justement, sur ces solutions, ces différentes solutions techniques. Adhérence, je me suis laissé dire que c'était un groupe japonais ? Oui, c'est un groupe japonais, un grand groupe japonais, connu de l'Asie entière. Bon, écoutez, ça tombe bien, parce que là, on va partir au Japon, quasiment, en tout cas, avec un homme, aquarelliste breton, peintre de grand talent. Alors, eux n'ont pas de cheveux, mais des écailles. Je vous propose de découvrir maintenant un art étonnant venu tout droit du Japon, le gyutaku. C'est une technique ancestrale d'empreinte du poisson. Marc Porini, vous êtes le seul à le pratiquer, en tout cas en tant que maître en France. Bien, l'une de nos équipes est allée à votre rencontre à Quiberon, avant que l'on vous retrouve tout de suite en plateau à nos côtés. C'est un reportage de Catherine Carlier. Dans l'atelier de Marc Porini, peu de pinceaux. Ils servent exceptionnellement juste pour dessiner l'œil des poissons comme une touche finale. Plus qu'une technique, une démarche. Comme on donne une deuxième vie au poisson, on s'autorise à utiliser le pinceau pour l'œil du poisson, qui est le reflet de la vie. Dans nos cultures occidentales, quand on fait un visage, un portrait, souvent on commence par positionner les yeux, pour des respects de proportion, etc. En Asie, ils terminent par l'œil. Quand vous peignez un oiseau, vous terminez en peignant son œil et l'oiseau s'envole. Avant de se mettre au travail, l'artiste commence toujours par aller chercher son modèle du jour. Depuis le temps, Armel connaît ce client plutôt atypique. Bonjour,
vous allez bien? Ouais, ça va. Ça s'est bien passé la criée ce matin? Aujourd'hui, ce sera du bar, mais les critères sont toujours les mêmes. Il est pas mal aussi. Voilà. Et, il est tout brillant, toutes ses écailles, les nageoires, voilà, vraiment pas abîmées, pas striées, et voilà quoi. Et là, je sais que l'empreinte sera bien, quoi, pour même une sardine ou un maquereau, voilà. Marc Porrini était peintre aquarelliste quand il a découvert cette technique d'empreinte du poisson qui remonte à plus de 1500 ans. Depuis, le Japon est entré dans sa vie avec un maître du Gyotaku qui lui sert de guide. Et la première chose qu'il m'a dit quand je suis allé là-bas, quand tu prends ton poisson, tu regardes ton poisson, tu rentres en communication avec ton poisson, il faut que tu comprennes comment il veut être représenté. On lui donne une deuxième vie, on l'immortalise, donc c'est important de lui donner du mouvement, de la vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut choisir les couleurs que l'on veut. Il est allé au Japon pour mieux comprendre et apprendre cet art. Il fait venir son coton de là-bas pour réaliser ses tampons. Il travaille avec les encres de couleur confectionnées par son maître japonais. Il est d'ailleurs souvent en relation par Skype avec lui, malgré les 7 heures de décalage. Moment, the journalist come, ok? Occasion de parler à un maître japonais. Marc Porrini est l'un de vos élèves. Est-ce que vous avez une relation particulière avec lui? Là, il va aller au Japon vous retrouver. Qu'est-ce que vous allez lui apprendre? C'est une démarche assez unique au Japon pour un maître du Gyotaku de vouloir transmettre sa technique et son savoir-faire à ses élèves comme Marc Porrini. La plupart des maîtres aimeraient garder leur méthode secrète, alors que selon moi, tout cela devrait être ouvert à tous et accessible. C'est ma conviction profonde. L'élève a-t-il bien suivi l'enseignement du maître? La réponse, avec cet instant de vérité, la révélation de l'empreinte sur le voile de soie. Pour chaque œuvre, il y a cette interrogation. Le poisson connaîtra-t-il une seconde vie? Le poisson connaîtra-t-il une seconde vie? Et à n'en pas douter, vu le résultat, oui, je pense qu'on peut le dire. Non, vous l'appréhendez comment, cette seconde vie, justement, du poisson? C'est un point extrêmement important quand on prend l'empreinte du poisson. Effectivement, dans la tradition japonaise, ce que l'on veut, c'est immortaliser le poisson, rendre hommage à la nature. Ouais. Et donc, donner cette seconde vie au poisson, se traduit par lui donner un regard, travailler le mouvement quand on prend l'empreinte du poisson, et d'abord avoir l'intention de le faire. Mmh. Je dis toujours, quand on travaille dans le domaine artistique, ou d'ailleurs dans d'autres domaines, il y a d'abord une chose importante, c'est savoir quelle est l'intention que l'on a. Et quand on a l'intention de donner quelque chose, on y arrive, plus ou moins bien selon la technique, comment on maîtrise la technique, mais on y arrive. Si on ne sait pas quelle est l'intention que l'on a, on n'y arrive pas. Et là, l'intention, c'est de donner une seconde vie au poisson. Donc, on travaille son regard principalement et le mouvement du poisson, de manière à ce que, effectivement, on lui donne cette seconde vie. Voilà. Magnifique, en tout cas. Alors, vous signez vos œuvres de votre nom d'artiste japonais et vous avez reçu une reconnaissance rare. En 2016, vous êtes devenu maître. Vraiment oui, alors le seul en France. Ça s'est fait de manière tout à fait sympathique parce qu'un jour j'ai reçu donc Minio Yamamoto qui était le maître à l'époque avec lequel je travaillais. Le maître que l'on voit dans le reportage. Et qu'on le voit dans le reportage. Et m'avait envoyé un mail tout simplement en me disant, ben voilà, je souhaite te donner le titre de maître, est-ce que tu es d'accord? Oh non. Et non, je dis non, il faut que je réfléchisse un petit peu. Non, en fait, il y a un certain nombre de conditions qui sont importantes. Et la condition la plus importante, c'est de s'engager à transmettre. Ah. Donc c'est aussi pour cela que je suis aujourd'hui ici et que j'organise la semaine prochaine donc à Quiberon une rencontre internationale sur le thème du Gyotaku. Je fais venir un certain nombre d'artistes anglais, américains, j'ai même un artiste israélien qui m'a envoyé quelques tableaux, une artiste portugaise, et bien sûr des Français et un maître japonais qui vient à Quiberon la semaine prochaine. Alors c'est maître Matsunaga. Maître Matsunaga. C'est intéressant qu'on aborde parce qu'il y a deux techniques d'empreinte, donc deux écoles. Qu'est-ce qui les différencie ces deux maîtres, maître Matsunaga et maître Yamamoto? Ce qui les différencie, c'est tout. C'est-à-dire que, en fait, non, je caricature un petit peu, mais il y a vraiment deux notions. Alors, la première façon de travailler, qui est ce qu'on appelle l'empreinte directe,
que Matsunaga va présenter et développe, c'est celle qui est issue directement, qui dérive directement de la tradition des pêcheurs japonais. Les pêcheurs japonais, quand ils prennent ou quand ils prenaient un beau poisson, en souvenir de pêche, ils prenaient l'empreinte du poisson, simplement en mettant de l'encre de Chine sur le poisson et en appliquant un papier. On a un exemple ici sur le plateau, donc d'un tableau où vous voyez que ce tableau où il y a des écritures japonaises là-bas au fond, eh bien, en fait, c'est un tableau qui m'a été offert par un ami japonais dont le père était pêcheur et c'est un petit peu lui qui est à l'origine de toute ma démarche parce que je l'ai rencontré un jour, c'était un touriste qui passait dans les rues de Quiberon et qui a vu mes affiches et qui pensait d'ailleurs rencontrer un japonais à l'époque. Et puis non. Et qui maintenant, non, il a rencontré un Français qui faisait des empreintes de poissons. Et donc, c'était vraiment la tradition des pêcheurs. On met de l'encre de Chine sur le poisson, on applique un papier, on retire et on met le nom du poisson, son poids, la date de la pêche, etc. Et c'est ensuite devenu donc un art. Et Maître Matsunaga fait partie des artistes, enfin des maîtres et des artistes qui ont développé la première méthode. Donc, simplement, on a remplacé l'encre de Chine par des encres de couleur. Alors là, on travaille beaucoup, par exemple, avec de l'acrylique, mais on peut travailler à l'aquarelle, etc. Et ce que l'on fait, c'est que l'on peint le poisson, on met un papier sur le poisson, on retire et on a l'empreinte du poisson. Donc c'est la première méthode. Vous voyez quelques tableaux aussi qui sont ici. Donc ça, c'est la première école. Et pour Maître Matsunaga, c'est la seule vraie école qui découle directement de la tradition. Après, vous avez une deuxième école qui consiste à prendre toujours des empreintes de poisson. Ce qui est important, c'est qu'on est toujours sur de l'empreinte. Moi, je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. On est sur de l'empreinte et on ne retouche pas les empreintes, sauf pour l'œil du poisson, parce que comme on donne une deuxième vie au poisson, on retravaille l'œil du poisson. Et donc, voilà, ça c'est un exemple d'empreinte directe. C'est-à-dire qu'on prend l'empreinte du poisson et on met les couleurs sur le poisson, on applique un papier, on retire, on a l'empreinte du poisson. Voilà. Et on ne retravaille pas. La deuxième méthode, qui est la méthode indirecte, là, on met un drap de soie sur le poisson, comme vous le voyez, et après, on va tapoter avec le tampon sur la soie qu'on a posée sur le poisson. Et là, c'est totalement différent. En fait, c'est une méthode de travail qu'on appelle par frottage, qui est bien connue, parce que tout le monde l'a fait avec des pièces de monnaie. Quand on est gamin, en prenant une pièce de monnaie avec un papier sur la pièce de monnaie et on gratte. Et cette méthode-là, elle est plutôt chinoise d'origine. Alors, c'est compliqué. On ne va pas tout expliquer peut-être, mais en tout cas, on retient c'est du frottage. Et ça a été adopté ou adapté par des maîtres japonais dans les années 40 pour les empreintes de poissons. Donc, cette deuxième école, en fait, elle est issue d'une tradition et d'une façon de travailler qui est plutôt chinoise et qui est une adaptation aux empreintes de poissons par des maîtres japonais. Donc ce sont vraiment deux façons de voir les choses, mais ce sont toujours des empreintes. Moi j'ai rencontré l'année dernière, quand je suis allé au mois d'avril, plusieurs maîtres japonais. Quelle que soit la façon avec laquelle ils travaillent, ce sont des empreintes qu'on ne retouche pas, sauf l'œil du poisson au pinceau. Voilà. Alors, donc, vous l'avez évoqué, se tiendront les rencontres internationales sur l'art du gyotaku à Quiberon du 20 au 26 mai, avec des masterclass qui sont déjà qui sont remplis, oui, tout à fait. Qui sont remplis avec des gens qui viennent du monde entier. Oui, voilà, donc vous avez des artistes, il y a 3 artistes américains qui viennent. Il y a donc un artiste qui vient de l'île de Jersey. Il y a une artiste aussi qui vient du Portugal. Donc je le disais tout à l'heure, un artiste israélien qui m'a envoyé quelques tableaux à exposer. Et puis, bien sûr, des artistes français. Et puis, donc, ce maître japonais, Maître Matsunaga, qui vient avec son assistant. Parce que pour la petite histoire, Maître Matsunaga ne parle pas anglais, n'a pas d'internet, n'a pas de mail, etc. Donc c'est le maître dans... voilà. Et que les gens se rassurent, je vous ai demandé, Marc, pendant le sujet, les poissons sont la plupart du temps mangés. Après on peut les manger. Alors si on travaille longtemps sur le poisson, évidemment, c'est un peu délicat. Mais si vous voulez, quand on prend l'empreinte du poisson, oui, on peut le manger. Il a été doucement tapoté. Oui, alors soit il a été tapoté, et dans ce cas-là, on n'a pas de couleur sur le poisson, soit on a mis les couleurs sur le poisson, mais il se lave très rapidement, il n'y a pas de problème. Pour les gourmands. En tout cas, c'est absolument passionnant. Et donc, ces rencontres internationales et cette exposition ont lieu à l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville, avec donc l'appui de la mairie de Quiberon, donc qui est effectivement très, très motivée. Et puis donc 2 associations. Une association qui s'appelle Nature Planting Society, qui est une association américaine. La présidente sera là, elle est de l'Oregon, elle vient de l'Oregon quand même, c'est pas la porte à côté. Et qui fait la promotion des artistes qui font des tableaux à partir d'empreintes naturelles. Donc à partir d'empreintes de poissons, mais ça peut être aussi des feuilles, des fleurs, ça peut être des écorces d'arbres, ça peut être tout ce que l'on veut. Il y a une artiste qui a fait une série de tableaux à partir des empreintes du coulé de lave de volcan. D'accord, voilà. On n'arrête pas la créativité. Voilà. Et puis donc une autre association qui s'appelle Tako Sekai, qui est dont le président est Maître Matsunaga, qui fait la promotion des artistes qui font des empreintes à partir donc en méthode directe.
On vous écouterait pendant des heures. Et donc, l'art du Gyotaku, c'est à découvrir à Quiberon, donc très prochainement, du 20 au 26 mai. Merci beaucoup, Marc Porrini. On va continuer notre voyage, tiens, dites donc, dans des traditions artistiques. Imaginez qu'en Autriche, au XVIIIe siècle, les moines utilisaient une vraie toile d'araignée pour leur art. Eh bien, aujourd'hui, seuls 6 artistes dans le monde ont choisi de maintenir cette tradition. L'un d'entre eux, Jean-Jacques Vigoureux, habite près de Rennes et nous l'avions rencontré en 2014. Chaque artiste peintre a ses rituels. Jean-Jacques Vigoureux, lui, se promène dans la nature, un châssis sous le bras. Il va à la cueillette des toiles d'araignée. Là, il y a une superbe, là. Il y a encore et une mouche dedans. Il connaît les endroits et, à force, les gens. Elle me laisse volontairement les toiles pour que je puisse aller chercher les choses. Voilà, exactement. Donc, il y en a beaucoup de toiles, là ? Vigoureux fait le ménage. Il y en a beaucoup de toiles. Ah, énormément, tous les jours. Et l'art d'attraper les toiles d'araignée, c'est toute une technique. Lorsqu'on les prend d'une façon frontale, on devine bien c'est la toile dans sa répartition classique. Et si on la prend d'une façon latérale, à ce moment-là, on écrase la toile et ça fait des petites échelles. Pour un petit châssis, il va falloir récolter 500 toiles. Et l'étape du nettoyage est essentielle. Patience et minutie obligatoire. La pince à épiler avant le pinceau et l'inspiration. Déjà, on voit des grandes lignes, des lignes de force, des trous. Donc je regarde un petit peu la composition au niveau de la structure, en fait. Ce que j'aime, c'est le côté aléatoire et l'apparition de formes et puis de silhouettes de personnages, de paysages. C'est à partir de là que mon imaginaire va commencer à se déclencher, en fait. Il est le seul en France à avoir cette technique. Ils sont 6 dans le monde. Ces peintres qui, décidément, n'ont pas le droit à l'erreur. Si on met une couleur, on ne peut plus revenir en arrière. Sinon, on peut la brutaliser. Sur le rouge, on peut mettre du jaune, bien entendu, ou mettre du blanc. Mais l'hiver, sur épaisseur, et si je mets beaucoup de peinture, je vais écraser ma texture. Donc, aucun intérêt. Donc, l'objectif, quand même, c'est de garder la matière de la soie, en fait. Une technique qui viendrait du milieu du XVIIIe siècle, pratiquée par des moines autrichiens. La Première Guerre mondiale sera fatale à ces toiles arachnéennes. Elles réapparaîtront dans les années 80, avec toujours cette alchimie très particulière. Je compare ça souvent à des gens qui travaillent avec des icônes. En fait, les icônes, c'est un travail également de minutie, avec de la feuille d'or, avec des préparations à l'œuf. Donc beaucoup d'alchimie, en fait. Et là, je retrouve un peu cette ambiance un peu secrète, en fait. Belle revanche des araignées, leurs toiles réussissent à attraper le regard durant des années. Absolument magnifique et aussi fin finalement qu'un cheveu, ces toiles d'araignée. On parle de l'alopécie ce matin, si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Franck Azaïs, directeur général du groupe Adhérence France, numéro 1 mondial des solutions capillaires. On va donc évoquer maintenant des techniques très innovantes qui sont mises en place pour traiter justement ces chutes de cheveux. Alors, il y a la greffe, bien entendu, incontournable, assez complexe quand même, et qui se divise en 2 sous-catégories de greffe. C'est ça, il y a 2 techniques en fait. Il y a effectivement 2 techniques qui ne sont pas adaptables à tout le monde. Quand on disait tout à l'heure que l'alopécie et les conséquences de l'alopécie étaient subjectives, pour la greffe, c'est la même chose. Elles ne vont pas s'adapter à tout le monde. Mais elles sont accessibles à un bon nombre en tout cas. Donc il y a effectivement 2 techniques. La technique consiste à, quelle que soit la technique, FUT ou FUE, ce sont le nom de ces 2 techniques, ça consiste à un prélèvement dans la zone arrière, ce qu'on appelle la couronne hippocratique, pour aller réintroduire les cheveux sur les zones manquantes. Donc voilà. Oui, on choisit ces cheveux à l'arrière parce qu'ils n'ont pas le même fonctionnement que les cheveux devant. Ils n'ont pas le même fonctionnement. Non, ils n'ont pas du tout le même fonctionnement. Une fois qu'ils sont réimplantés, ils seront là à vie. Ils sont éternels. Vous mourrez avec. Vous savez que le cheveu est imputrescible, c'est une des qualités du cheveu, il ne pourrit pas. Et donc ces cheveux-là, en tout cas, vous les avez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est l'intérêt majeur de la transplantation, de la greffe capillaire. Alors il faut faire attention à l'âge auquel on peut le faire. Pour ces mêmes raisons. Voilà. Pour ces mêmes raisons, si vous êtes en difficulté à 20 ans et que vous avez déjà perdu beaucoup de cheveux, si on vous regreffe sur une certaine zone, pensez que les cheveux qui sont là seront là à vie. Si vous perdez ceux qui sont autour, à 40 ans, on peut se retrouver dans l'effet inverse, c'est-à-dire que ça fait plus du tout naturel. Et dans ce cas-là, les gens focalisent autour de vous et cette obsession est encore plus forte que ce qu'elle était avant. Donc voilà, 2 techniques. Une qui consiste à prendre une bandelette de peau
tous les cheveux qui sont à l'intérieur, on les réimplante. Une technique qui consiste à prélever les cheveux les uns après les autres. Tout ça se fait sous contrôle évidemment du chirurgien et sous anesthésie locale. C'est peu douloureux, hein. Je ne vais pas dire que c'est indolore, mais c'est peu douloureux. Et en tout cas, il y a bon nombre de chirurgiens spécialistes qui sont très au point. Alors, il y a également la solution de la prothèse capillaire. Exactement, donc ça va concerner plus les hommes que les femmes. Donc là, on parlait de moule tout à l'heure, en tout cas d'empreinte. Mais là, c'est pareil, sur un cuir chevelu qui est quasiment glabre, on va faire une empreinte du scalp. De cette empreinte, on fait un filet. Dans ce filet, on va introduire des cheveux équivalents aux cheveux existants. Et ça, on vient le poser sur le cuir chevelu, le coller de manière complètement indétectable. Et tous les mois, il faut l'enlever. Ah oui, il y a un entretien. Il y a un entretien à faire. C'est la difficulté de cette méthode. Mais comme on peut le voir à l'écran, elle donne un résultat que même la greffe ne peut pas donner, puisqu'on a une hyperdensité, enfin en tout cas la densité qu'on souhaite. On peut même travailler au 1 millième si vous avez des cheveux blancs, tous les 1000 cheveux, on vous met un cheveu blanc, etc. Enfin, voilà, tout est possible. Et pour les femmes, ce sont la même chose. On a des prothèses qu'on appelle des volumateurs qui vont donner de suite. L'alopécie féminine est très différente, c'est-à-dire que l'alopécie masculine, elle va se trouver sur des zones très particulières qui sont souvent les golfes ou la zone tonsurale, alors que chez une femme, on va avoir une alopécie qui est très diffuse sur l'ensemble du cuir chevelu, avec une faible densité sur la raie principale, sur la zone du vertex. Et donc là, on vient poser un petit volumateur clipsé qui vous donne du volume et qui donne immédiatement de la densité. Alors il y a aussi la solution de la perruque, avec toute la question que ça pose en termes de nomenclature pour le remboursement de la sécurité sociale. Tout à fait, oui. Il y a des nouveautés en la matière. Exactement. Pendant près de 15 ans, le remboursement de sécurité sociale n'avait pas évolué. Et au 2 avril de cette année, il y a un changement qui est assez conséquent pour les femmes qui ont besoin des perruques, surtout de perruques médicalisées. Donc où on va avoir un remboursement de l'ordre de 350 € pour une perruque achetée 350 €. Alors, c'est pas tant le coût, c'est surtout que ce sont des perruques de meilleure qualité. Comme ce sont des perruques qui sont souvent portées par des femmes qui sont sous chimiothérapie, donc, on va avoir... Avec un cuir chevelu fragilisé. Avec un cuir extrêmement fragilisé. Donc on va permettre d'avoir des perruques vraiment de bonne qualité, avec qui ne vont pas confort, gratter, avec un confort excellent, etc. Voilà. Et puis une dernière solution, la dermopigmentation ou trichopigmentation. Il y a deux... Alors oui, les deux acceptions sont bonnes, il n'y a pas de problème. Donc il s'agit d'un maquillage permanent. Donc ça peut s'appliquer... Ça peut s'appliquer sur les sourcils. Donc c'est très très cohérent avec les pores de la perruque, malheureusement sous chimiothérapie. Mais on va l'appliquer aussi sur le cuir chevelu. Et là, ça devient très intéressant puisqu'on va effacer cette différence chromatique, cette différence de couleur entre le cuir chevelu et les cheveux. C'est ça qui est gênant. Et pour redonner un effet de densité, vous n'avez pas de cheveux en plus, mais vous avez un effet de densité. Ce sont des produits qui sont hypoallergéniques et biorésorbables, donc qui vont petit à petit avec le temps s'estomper. Et donc il faut y revenir une fois par an, une fois tous les 2 ans, mais bon, les résultats sont très intéressants en tout cas. Pour ça. Donc en gros, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas stopper l'alopécie, mais il y a des solutions pour vraiment la ralentir. Il y a des solutions pour la ralentir, et après il y a des solutions esthétiques qui permettent de venir en soutien. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec l'alopécie, surtout quand c'est une alopécie qui avance vers la calvitie. Il y a des techniques, et chez Adhérence France, c'est notre cœur de métier. Vous avez des consultants spécialisés qui sont là pour vous orienter vers les bonnes solutions en fonction de votre problématique et de vos souhaits surtout. Donc il faut demander conseil, bien entendu. Exactement, très important. Merci beaucoup Franck Azaïs d'avoir été à nos côtés. À vos côtés, à vous, il y a Christelle Molina qui, elle, n'a pas vraiment de problème d'alopécie. Vous avez plutôt une bonne masse de cheveux, j'ai l'impression. Tout comme Caroline Day qui nous a rejointe, l'artiste Caroline Day. Pareil, vous avez une bonne mèche de cheveux, Caroline, ça va. Masse, oui. Alors avec vous, Christelle, on va parler du cinéma en Bretagne, un sujet qui vous a passionné. Oui. On n'a que des passionnés ce matin sur ce Et plateau. passionnant, effectivement, on passe de la peinture au 7e art. La Bretagne, en fait, est une terre de cinéastes, une terre qui inspire les cinéastes et qui a inspiré beaucoup le creusois parisien, Claude Chabrol. C'est pour ça que j'ai choisi ce matin un extrait, en fait, du tournage de Partage de minuit en 1985. Et nous sommes à Dinan. Alors on y va tout de suite. La villa Cronier s'apprête à dévoiler... Est-ce une suite du poulet ou bien est-ce autre chose? C'est autre chose. Ah, c'est autre chose. C'est le même personnage, mais
mais dans une autre histoire, dans une autre aventure, dans une autre intrigue policière. Jean Poiret, est-ce que vous le jouez de la même façon? J'essaierai de le varier un peu, vous savez, comme je fais pour toutes mes interprétations. Je vais peut-être donner un côté tchécovien qui n'était pas de mise dans le premier, qui était, si vous voulez, qui était une approche plus shakespearienne du rôle de l'inspecteur de police. Et là, je crois que ce sera plus tchécovien. Autour de Jean Poiret, toujours facétieux, Claude Chabrol a rassemblé comme d'habitude un certain nombre de têtes d'affiche. Jean-Claude Bouillot, Jean-Claude Brialy, qu'il n'avait pas fait tourner depuis 20 ans, et puis Bernadette Lafont, dont le dernier rôle sous sa direction fut une participation à Violette Nozière il y a 10 ans. Ici, on la retrouve toute blonde. C'est lui qui me l'a demandé, parce que le personnage que je joue, a priori, n'est pas pour moi. Comme on dit, c'est un contre-emploi. Mais justement, il m'a dit, fais des cheveux blonds et tu verras, ça ira tout seul. Et il a raison, ça va tout seul. Ce sont les caractères des personnages qui l'amusent plus. Et les caractères provinciaux, c'est-à-dire des personnages un petit peu à la fois ou en dessous, intrigants, plein de... Et puis il a une grande passion pour les marginaux, les gens qui ne sont pas comme tout le monde. Et il me fait jouer un personnage étrange, et ça me plaît bien. Bord de mer, boîte de nuit, grand parc et demeure cossue, l'action et les prises de vue se déroulent essentiellement dans la région de Dinan. Sur une quarantaine de films, c'est le 5e ou le 6e que Claude Chabrol tourne en Bretagne. Comme j'aime bien tourner en arrière-saison, dans la région est souvent belle et agréable. En plus, on ne se caille jamais vraiment. Il ne fait jamais très froid, ce qui est quand même important pour les nuits, quand on tourne de nuit. Et puis, il y a un autre élément, c'est que je trouve que les Bretons, à la fois, sont très coopératifs, c'est-à-dire qu'ils circulent volontiers quand on leur demande de circuler, ils arrêtent leur voiture quand on leur demande de les arrêter, et en même temps, ils sont très bons acteurs. Une sacrée brochette d'artistes, hein. C'est assez incroyable. Quelles sont les grandes figures du cinéma, Christelle, qui ont été inspirées par la Bretagne? Dites-nous. Depuis les Frères Lumière, qui ont tourné en 1896 des premières images, avec un film qui a été présenté en Bretagne, qui s'appelait Pêcheurs, dans le port de Concarneau. La Bretagne a inspiré et a été une terre privilégiée pour beaucoup de cinéastes. Alors on peut citer donc Jean Epstein, qui aura filmé en Finis Terrae en 1928, Jean Grémillon, dont on se rappelle l'œuvre remarquable Remords, qui est l'adaptation d'un roman de Roger Vercel, mais bien d'autres, mais aussi le Nantais Jacques Demy. Ah oui. René Vautier, et puis ce Creusois, Claude Chabrol et bien d'autres bien sûr, qui ont nourri leur imaginaire avec la Bretagne. Alors parlons de Claude Chabrol, on le sent complètement habité par cette terre, il adore les Bretons, il le dit clairement. Hein. C'est vrai que Claude Chabrol, en fait, depuis 1969, en fait, il va avoir une relation féconde avec la Bretagne. Premier film qu'il va tourner là-bas, c'est Que la bête meurt, en 1969, avec Jean-Yann. Et puis, pour les mêmes raisons qu'il va filmer dans le Périgord, un autre film, il va filmer à Quimper, dans la presqu'île de Crozon. Lui, ce qu'il recherche, en fait, c'est cette relation à la nature et la culture. Puis surtout, filmer les tensions secrètes de la province, de la France provinciale. Ouais. Voilà. Donc, il va chercher un peu ça. Et il va revenir en 1980 pour filmer, et pour tourner, donc, on va dire, un succès remarquable d'édition. Ça, c'était donc Cheval d'Orgueil. Ah oui, évidemment. Forcément. Est-ce qu'il y a des tournages, est-ce qu'il y a beaucoup de tournages aujourd'hui en Bretagne? Est-ce que ça continue, cette vague justement de liens privilégiés entre cinéma et Bretagne? Il y a beaucoup de tournages, et pour revenir sur Claude Chabrol, c'est qu'on passe de Claude Chabrol, qui essaie de tourner un peu la Bretagne, la représentation de la Bretagne, à l'idée qu'on on vient en Bretagne pour ses paysages, pour ses décors, à la fois extérieurs et intérieurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le film de Claude Chabrol, l'inspecteur Lavardin, et le deuxième, là, le mariage oui, c'est ça, le mariage de minuit, le partage de minuit, que je sais pas le mariage de minuit. En fait, il va choisir, Claude Chabrol, c'est finalement la Bretagne qui va dicter le lieu de tournage. C'est ça qui est assez amusant, c'est cet amour de la Bretagne. Mais il y a beaucoup effectivement de tournages. On va dire qu'en moyenne, il y a à peu près, si je reprends mes chiffres, 15 à 20 fictions longues qui sont tournées, 20 à 30 courts-métrages, des documentaires, des publicités chaque année qui sont tournés en Bretagne. Voilà. Bon, donc la Bretagne ne cesse d'inspirer les cinéastes. Vous avez-vous retenu des films marquants un petit peu, justement, Catherine, peut-être? Non, moi j'ai retenu surtout que Claude Chabrol disait que les gens étaient coopératifs et qu'il ne faisait pas trop froid.
Donc il y a les paysages certes, mais il y a surtout le fait qu'il fasse tiède en Bretagne. Donc venez filmer, il fait pas trop froid chez nous. Non, sinon après pas trop de culture cinématographique. Caroline, Caroline, allez-y. elle est fan de cinéma et de Bretagne. Moi, je suis fan de cinéma, mais pas forcément en Bretagne, mais fan de cinéma. Je me rappelle de western. Ah bah oui. Ah oui, bah oui. Très beau film. Très beau film. Alors Caroline, justement, vous nous avez rejoint parce que vous avez vous aussi une actualité. Vous signez un 2e opus, sortie prévue très bientôt, le 18 mai, moins de 2 ans quand même après la sortie de votre premier album. Vous traînez pas, vous, dans votre genre? Oui, mais j'avais un peu de matière déjà. On jouait déjà la moitié des morceaux qu'il y a sur cet album en concert, donc on les a fait tourner un petit peu. Ouais. Et puis il est moins orchestré que le premier, ce qui fait que ça a été plus rapide. On s'est mis tous ensemble, on est resté en acoustique avec 2 guitares, contrebasse, percus. Et on s'est enfermé, on a enregistré. Et puis le résultat est magnifique. Vous étiez pressé de retrouver l'écriture, l'ambiance du studio? Pressé. C'était pas la même ambiance cette fois-ci. Justement, c'était plus humain, c'était une équipe réduite et on était plus ensemble parce que finalement, le studio, on peut très bien. Il y a des musiciens que je vois pas. Là, sur cet album-là, il y a 2 musiciens qui sont venus faire des solos. L'harmoniciste Christian Tesna. Il est venu, je l'ai pas vu. En fait, il a enregistré, il a fait un truc super, mais j'étais pas là. Et il y a aussi Gabriel Gégaud qui a fait les percus. Bon, là, j'étais là. mais ça permet d'être vraiment tous ensemble. Et puis d'être plus proche aussi, pour ceux qui écoutent l'album, de ce qu'on fait sur scène, du spectacle. Ça, c'était aussi une volonté. Alors, oui, cet album, il s'intitule Dancing on a Rope. Ça veut dire danser sur une corde. C'est un peu comme ça que vous voyez la vie, en équilibriste? Non. Enfin, l'équilibre, pour moi, c'est très, très important. Mais le titre complet, c'est Loving You is like dancing on a rope. C'est donc t'aimer, c'est comme marcher sur une corde. Parce qu'on ne sait jamais trop, c'est pas très stable. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc toujours du folk, toujours du pop, de la pop, toujours du jazz. Oui. Vous aimez mélanger les trois? C'est ça, c'est le mix des trois que vous affectionnez profondément? Oui, c'est ça, je ne fais pas de choix, du coup, je me fais plaisir. Et, oui, il y a 2 morceaux qui sont vraiment jazzy sur l'album, mais sinon, c'est assez pop, c'est assez varié. Bon, vous savez quoi? On va justement, plutôt que d'en parler, on va écouter un extrait du premier clip issu de ce nouvel album. C'est Mad World. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown in my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I found it hard to tell you, I found it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad World. C'est une reprise du groupe Tears for Fears. Pourquoi cette reprise? Parce Qu'est-ce que vous aimez dans ce groupe qui a marqué les années 80, beaucoup? Orzabal, pour moi, c'est un super compositeur. Et puis, ce texte est très fort. C'est vraiment... quand on la joue sur scène, on a joué sur cette... c'est la solitude au milieu de la foule, finalement, d'une foule bruyante et joyeuse, alors qu'on peut être très seul, surtout... Là, c'est plus quand on est jeune, mais moi, je trouvais le texte vraiment très fort. C'est une chanson un peu triste, à la base. C'est très triste. Vous en avez fait quelque chose de presque sautillant. On a pris les contre-pieds complètement avec le banjo. C'est assez magique, quand même. Alors, Tears for Fears, qui sera sur la scène des Vieilles Charrues, on peut le signaler. Wow. Est-ce que cet été, est-ce que vous y serez, tiens vous? Maintenant que je sais, je vais voir ce que je peux faire. Est-ce qu'eux feront une reprise de Caroline Day? C'est la grande question. Oui, je pense qu'on va leur suggérer ça. Et sur cet album, alors, il y a également du cinéma un petit peu, puisque c'est ce que oui. En fait, il y a une... C'est vrai que je suis cinéphile et un de mes films cultes, c'est La Nuit du Chasseur, que j'imaginais que tout le monde connaissait, mais finalement, non, quand je pose la question en concert, finalement, mais tout le monde a retenu quand même Love and Hate, écrit sur les phalanges de Robert Mitchum. Et à un moment donné, il y a une petite fille qui chante une chanson qui s'appelle Pretty Fly. Et ce film date de 1956, donc la composition de ce morceau aussi. Et c'est très, très moderne, en fait. Et on en a fait une balade
moi j'aime beaucoup. Mais à découvrir, effectivement. Tous les titres de ce nouvel album, ils sont en anglais. Pourquoi? Vous n'arrivez pas trop à écrire, chanter en français? J'arrive pas à écrire en français. Je pense en anglais. Je passe ma vie en anglais, en fait. Et du coup, j'arrive pas à chanter en français. Ouais. À chaque concert, les gens disent « Ah, une chanson en français, ça aurait été bien ». Mais j'arrive pas. Donc, à moins de faire une reprise, je vais voir ce que je peux on faire. sait jamais, alors. Peut-être. Alors, l'album sort le 18 mai. La scène, vous avez hâte de la retrouver, on imagine? Oui, on jouait vendredi dernier. C'était très chouette. Et oui, je mettrai les prochaines dates sur le site ou sur le Facebook. Eh ben voilà, sur le site internet carolinedey.fr. Mais merci beaucoup, Caroline, d'être Merci à venue à nos côtés. Eh bien, écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Encore une émission riche en enseignements. Mais oui. Alors ça a commencé avec deux très avec belles des fleurs. Des très belles fleurs et bien sûr on pourrait faire aussi une comparaison avec les très belles fleurs qu'il y a sur ce plateau, mais ce serait ridicule. Je vais quand même parler au professeur. J'ai perdu 4 cheveux pendant l'émission. Est-ce que alors à raison d'une émission de 52 minutes, 24, 4 fois, c'est correct encore. C'est Ça correct, marche. mais je vous conseille d'aller voir le centre adhérence qui est juste à Mince, côté de il est chez vous, fort, vous êtes il est- voisins. Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Bon, je vais les remettre quand même. Je les garde. Et parce que le plus dur, c'est de les compter, en fait. De savoir avant de s'alarmer. Je les remets là, d'accord? D'accord. Ok. Et après, je viendrai vous voir. Impeccable. Mince, c'est pas pratique. Allez-y, Laurence, Ça y est. concluez parce que. C'est bon? Bon, je vais essayer de parfait. garder. Bah, Merci. Dis n'importe quoi. Bon, merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés. Merci Franck, merci Christelle, merci Caroline. On vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve demain mardi à 10h50. Nous nous intéresserons à la cigarette avec des conseils pour arrêter de fumer avec le docteur Catherine de Bournonville. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Continuez à nous offrir des fleurs, on n'est pas contre. Elles sont très très belles et elles sont magnifiquement bonnes. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo, belle journée.